Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue au Lac Rose. Télé-École décentralise aujourd'hui Télérévision pour venir à la rencontre des élèves et professeurs de la maison La Sagesse. Alors, comme je le disais, une journée 100% éducation, 100% révision. Avant d'entamer les activités, je suis accompagnée de Monsieur Loum. Bonjour Monsieur Loum. Bonjour Madame, c'est avec plaisir de vous recevoir dans ce beau cadre de Lac Rose lors donc d'une journée d'incursion. Par rapport à votre programme de révision autrement, qui épouse vraiment la vision de notre établissement, à savoir l'éducation autrement. Aujourd'hui, nous sortons avec nos élèves de terminale, avec leurs professeurs de philosophie et d'autres professeurs de philosophie professionnels, en tout cas qui sont dans le système, qui auront quand même la chance de réviser tout le programme de philosophie, cette importante matière transversale, afin de préparer nos candidats au baccalauréat de mieux aborder ces épreuves, Inch'Allah, dans quelques jours. Merci beaucoup, Monsieur Loum. Une approche autrement pour permettre aux élèves de mieux assimiler les cours. Tel est l'objectif de cette journée aujourd'hui. Tout de suite, nous allons commencer les activités. Je n'avais pas prévu de modérer au vrai sens du terme, ou bien je suis censée être une modératrice qui se fond dans la masse, mais force est pour moi de dire quelques mots tout simplement introductifs. Je commence d'abord par saluer la présence des élèves, de nos chers invités, des invités d'honneur, mais également de mes collègues, et je suis même tentée de dire professeurs. Un coup d'œil à Dr Khalia Aïdara. Je commencerai par remercier le directeur de la Maison de la Sagesse, M. Abdallah Loum, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. D'habitude, on dit que le meilleur est pour la fin, donc il fallait que j'attende la fin de l'activité pour parler de cela, mais vu comment il est engagé et tout, et comment il nous a facilité ce travail, je ne pouvais m'empêcher de dire quelques mots et de le remercier vivement. J'ai à ma droite M. Papa Bouyambay, qui est un camarade de promotion, un ami, un frère, un confident, je peux dire. On a fait la FASTEF ensemble. Il sert à Matam, plus précisément à Ndouloumadji. Il a fait le déplacement uniquement pour cette activité, je vous assure. Et vous savez que nous sommes pris en ce moment, en cette période de l'année, avec des examens. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons perdu pratiquement 2 à 3 mois de cours à cause des grèves. Ces élèves ont besoin de lui, mais il n'a pas voulu me dire non. Et il s'est dit que c'est un devoir pour lui d'assister à cette cérémonie. À ma droite, il est également le coordonnateur des professeurs de philosophie du Sénégal. À ma droite, vous avez le docteur Khalia Aïdara, qui a été mon professeur. Oui, c'est vrai que j'ai reçu, je me rappelle encore de ses cours sur Aristote, ou bien Platon, si je ne me trompe pas, Djibril, en première année. Aristote, Platon, mais avec nous c'était sur Platon en première année. On venait d'arriver fraîchement à l'université. Et vous savez, quand on est en première année, c'est pas si évident d'être à l'aise dès la première année à la fac, mais quand vous tombez sur des profs comme Khalia, vous avez envie d'apprendre.
Et vous vous dites ce n'est pas impossible. Non seulement elle est généreuse, mais cette générosité aussi se transmettait, se faisait voir dans sa façon de transmettre cette connaissance. On était pressés de faire les cours de TD, philosophie ancienne et médiévale, les samedis, au camp Jérémie. Et depuis lors, quand même, nous n'avons cessé de l'estimer. Elle est pour nous une référence. Je me rappelle quand je lui ai envoyé le message pour lui faire part de l'activité, je lui ai juste dit, ça te dirait de venir rencontrer les élèves de Darou Hikma, mais au Lac Rose. Bon, j'étais un peu sceptique, mais voici sa réponse. Ah oui, Fatima, ça va, tu vas bien. Bon, je ne peux rien te refuser à toi et à tes élèves. Lac Rose, bon, on va tenter, c'est bien possible. Et véritablement, cette réponse m'a laissé sans mots. Je vous remercie infiniment. Il y a M. Djibril Diouf. Bon, mes élèves connaissent M. Djibril Diouf parce que le recueil de textes avec lequel on travaille, c'est lui, le co-auteur, même entre guillemets, c'est mon binôme. Il est spécialiste de la pensée de Souleymane Bachir Diagne. Il vient de Diourbel. Il a quitté Diourbel hier, tardivement, pour venir à cette activité. Lui, c'est mon binôme. Bon, je me plais de dire que c'est mon boy. Même si, bon, il est plus âgé, mais c'est mon boy, c'est mon boy. OK? Je remercie aussi Télé-École. Oui, vous avez derrière vous ceux qui animent l'émission Télé-Révision. En principe, c'est nous qui devrions aller à Télé-École autour du lait et du thé pour réviser. Mais bon, quoi de plus intéressant que de venir ici au Lac Rose, au bord du lac et tout, et réviser ensemble. En tout cas, je sais que cette journée sera riche, Inch'Allah, très riche. Moi, je serai là-bas, dans le public, pour suivre et véritablement bénéficier de cette activité, en profiter pleinement. Sans plus tarder, on va commencer. Je vous remercie. Que la fête soit belle. C'est un banquet après tout. Merci beaucoup à Fatima, qui est aujourd'hui une collègue. Hein. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Je me sens vieille quand même tout d'un coup, d'être entourée de mes anciens. Voilà. Donc, je me sens très, très vieille même. Mais alhamdoulilah, ce n'est que du bonheur. Alors, je suis invitée pour parler de l'apologie de Socrate. Mais j'ai changé un peu la présentation. J'avais décidé de suivre les mouvements de l'apologie et de faire donc un exposé sur ces dialogues de Platon, l'apologie de Socrate de Platon. Finalement, j'ai décidé de prendre quelques éléments essentiels de l'apologie, mais aussi d'autres dialogues, afin de répondre à deux questions, principalement deux questions. La première est la suivante: qui est Socrate? Puis, à la question de savoir quelle est sa mission. Puisque c'est ça, d'ailleurs, le projet véhiculé par l'apologie, mais c'est aussi le projet véhiculé par, on peut dire, tous les dialogues de jeunesse de Platon. Donc, mon propos va porter sur la figure de Socrate. Qui était Socrate? Comment il était le philosophe et quelle était sa mission? Voilà. Donc, ceci dit, je vais mettre mes lunettes quand même. Alors, je tiens à signaler, pour commencer, que le portrait que je vais donner de Socrate et le portrait aussi je vais le prendre en fait de Platon, de Xénophon, pas tellement d'Aristophane, parce que comme nous le savons, Socrate, il y a un Socrate historique. Il y a un Socrate historique, ce qui montre que Socrate est un personnage qui a vraiment existé. Ce n'est pas un mythe, mais à côté du Socrate historique, nous avons aussi le Socrate de Platon, c'est-à-dire la manière dont Platon le voit à travers ses dialogues. Platon était son disciple, comme vous le savez. Il y a aussi le Socrate de Xénophon. Xénophon aussi était son disciple, mais il y a un autre Socrate aussi, qui est le Socrate d'Aristophane. D'Aristophane, auteur de comédie, qui n'était pas disciple de Socrate et qui, nous le verrons, va donner un portrait qui n'est pas très attractif du philosophe. Alors, on essaiera quand même de trouver ces éléments-là qui répondent au profil du Socrate historique. Parce que nous le verrons, le Socrate de Platon a aussi des différences du Socrate de Xénophon, bien qu'il y a beaucoup de points
commun entre ces Socrates-là. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de se rapprocher le plus du philosophe, de comment il était, qui il était, et surtout de se rapprocher surtout du Socrate historique. Mais comme je le répète, Socrate a vraiment existé comme nous existons aujourd'hui. Il a existé dans l'Athènes du 5e siècle. J'insiste sur ça parce qu'une fois, il y a un de mes étudiants, il y a longtemps de ça, qui m'a posé cette question, qui m'a dit que au lycée, son professeur lui a dit que Socrate, en fait, n'existait pas. C'est juste un personnage que Platon a construit pour véhiculer son projet philosophique, ce qui n'est pas vrai du tout. Socrate existe, d'où l'appellation le Socrate historique. Mais si on parle du mythe Socrate, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de légendes qui sont rattachées aux philosophes. Il va de soi que chacun l'utilise à ses propres fins. Alors, nous connaissons Socrate, comme je l'ai dit, à travers 3 sources, principalement 3 sources. La toute première source, c'est Platon. Platon, dans ses dialogues de jeunesse, a essayé de reconstituer sa vie, sa pensée. Mais il y a un autre disciple de Socrate qui s'appelle Xénophon, qui a aussi écrit comme Socrate l'apologie de Socrate. Parce que quand on dit l'apologie de Socrate, il faut d'ailleurs préciser qu'on parle de l'apologie de Socrate de Platon. Parce qu'il y a aussi l'apologie de Socrate de Xénophon, il y a le banquet de Xénophon, comme il y a le banquet de Platon. Donc il y a eu des disciples de Socrate qui, plus tard, ont essayé de reconstituer la vie de leur maître. C'est le cas de Platon et de Xénophon. Alors, ces 2 sources-là, nous le verrons, ils fournissent, Platon et Xénophon, le portrait d'un Socrate qui est un modèle de vertu. Quand on lit les dialogues de Platon, surtout les premiers dialogues, qu'on appelle les dialogues socratiques, les dialogues de jeunesse, car dans cette jeunesse, Platon n'a fait que ça, n'a fait qu'écrire sur son maître, sur sa vie. Alors, dans les dialogues de jeunesse, nous voyons qu'on a un Socrate qui est un modèle de vertu, qui est un homme bon. Dans les lettres, Platon va dire « Athènes a tué l'homme le plus juste du monde, l'homme le plus juste de tous les temps ». Chez Xénophon aussi, quand vous ouvrez les mémorables de Xénophon, où il parle de Socrate, c'est un écrit apologétique. Dans ces mémorables aussi, on a le portrait d'un Socrate qui est un homme vertueux, qui est un homme bon, qui est très proche du Socrate de Platon. Toutefois, quand on ouvre le livre d'Aristophane, qui a écrit les Nuées, N-U, accent aigu, E-S, les Nuées, là, on a le portrait d'un homme très vicieux. Aristophane donne de Socrate le portrait d'un homme extrêmement vicieux, qui est un sophiste, qui apprend aux fils à frapper leur mère, à frapper leur père, qui corrompt la jeunesse, qui est même impie, qui croit que... voilà, il y a beaucoup de choses que Aristophane écrit dans les Nuées qui fait que Socrate est loin de l'homme juste qu'on a vu dans les écrits de Platon et dans les écrits de Xénophon. Si vous lisez l'Apologie d'ailleurs, dans l'Apologie, il y a une partie, dans la première partie, quand Socrate déclinait les chefs d'accusation, essayait de les réfuter, il a dit « Je ne vais pas commencer par la plainte qui est là actuellement posée devant moi, la plainte de Ménétos, Anytos, Lycon. » Il a dit « Je vais commencer par des accusations anciennes, car ces accusations anciennes sont la source de ces nouvelles accusations. » Et il leur a dit « Vous avez grandi avec des calomnies anciennes qui ont été inventées par Aristophane. » Donc Aristophane n'est pas un accusateur direct, mais selon le Socrate de l'Apologie, Aristophane est le responsable donc de tout ce qui lui est arrivé il y a des années de cela. Car il a dit à Mélétos, vous avez grandi avec cela, avec les Nuées, vous avez grandi avec les comédies d'Aristophane qui me donnent donc ce portrait-là, qui n'est pas vraiment moi. Donc Aristophane n'est pas vraiment un auteur. Il faut le lire quand on veut connaître Socrate, il va de soi, mais ce n'est pas un auteur qu'on peut croire quand il s'agit de savoir vraiment qui est Socrate. Alors, pourtant, donc, puisque nous avons le Socrate de Platon, nous avons le Socrate de Xénophon et même le Socrate d'Aristophane, la question qui demeure toujours, c'est à qui on peut faire le plus confiance, qui est le plus fidèle pour reconstituer la vie du maître. Il va de soi, les interprètes disent que c'est Platon.
C'est Platon et Xénophon aussi, il va de soi. Bien que chez Platon et Xénophon, il y a aussi des différences, aussi bien dans le banquet, dans l'apologie, que dans les mémorables. Mais la question demeure, et elle est très pertinente, qui est vraiment le Socrate historique? Maintenant, c'est là où on va essayer de prendre des éléments de par-ci, par-là, les témoignages, pour maintenant sortir comment était vraiment ce Socrate-là qui a existé dans l'Athènes du 5e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que c'est un homme qui sillonnait les rues du matin au soir. Socrate portait un manteau qu'il n'enlevait jamais, ni en hiver, ni en été. Même quand il fait très froid, quand il y a de la neige, Socrate mettait ce manteau léger. En été, il mettait ce manteau léger et, tenez-vous bien, Socrate ne mettait jamais de chaussures. Il était tout le temps déchaussé. Il avait tout le temps un bâton aussi qu'il tenait. Et on a dit qu'il barrait la route aux gens gentiment pour leur dire arrêtez, parlez avec moi, ce genre de choses. C'était un taquin en fait. C'était un taquin. Donc cela, on le verra que c'est ce qui montre que la philosophie socratique, pour le comprendre, il faut savoir que c'est un mode de vie. Socrate ne parlait pas pour parler, mais tout ce qu'il disait se reflétait sur son physique, sur sa manière de faire, d'être, de s'habiller. Socrate ne prenait pas soin de son corps. Et c'est sa philosophie aussi. C'est la philosophie qu'il véhiculait, comme quoi c'est le souci de l'âme qui est prioritaire. Alors, donc on a retenu aussi qu'il n'a rien écrit. Socrate n'a jamais rien écrit, mais beaucoup d'auteurs ont écrit en son nom. C'est le cas de Platon, de Xénophon et beaucoup d'autres. Socrate n'a rien écrit, mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui se sont réclamées de Socrate après lui, les écoles socratiques. Donc c'est quelqu'un qui est resté dans la postérité. Jusqu'à présent, nous parlons de lui, alors qu'il s'agit de l'Athènes du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que malgré le fait que le philosophe n'a rien écrit, on est là quand même en train de parler de lui. Alors Socrate, l'apologie, nous voyons qu'il interpellait tout le monde, jeunes, vieux, femmes, hommes. Chaque personne qui voulait discuter avec Socrate, il le dit, riche ou pauvre, il allait entamer une discussion avec toi. Si on va vers Xénophon, les mémorables, on va citer un passage. Xénophon qui raconte la vie de son maître dit « Le matin, Socrate va dans les promenades et dans les gymnases à l'heure où le marché bat son plein. Il va sur l'agora et il passe toujours le restant de la journée à l'endroit où il rencontre le plus de monde. » Et dans l'apologie, c'est aussi ce que Socrate dit. Je me lève le matin et je fais le tour et j'interpelle tout le monde. Je parle avec qui veut parler avec moi. Mais en vérité, il parlait même avec ceux qui ne voulaient pas parler avec lui. Et Cicéron aussi, un doxographe, nous dit qu'avec Socrate, la philosophie est descendue du ciel sur la terre. Avec Socrate, la philosophie s'introduit dans les maisons et dans les marchés. C'est Socrate qui a amené la philosophie dans les marchés, dans les maisons et partout. Il l'a amené avec lui. Mais ce qu'on note aussi dans le Socrate historique, c'est que toutes ces discussions portaient sur la condition humaine. C'est l'humain qui l'intéressait, c'est l'homme qui l'intéressait. D'où le connais-toi toi-même. Vous voyez. Et c'est pourquoi Socrate est aussi un point de repère dans l'histoire de la philosophie. C'est un point de repère, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs les pré-socratiques, ceux qui sont venus avant Socrate et ceux qui sont venus après Socrate. Mais Socrate est aussi ce point de repère-là qui fait que on peut distinguer aujourd'hui deux périodes dans la philosophie. La période dans le rationalisme ancien, la période, disons, des présocratiques qui s'intéressaient surtout à la nature, à l'univers, et la période qui est appelée souvent l'humanisme. C'est Socrate qui a démarré cette période-là, l'humanisme. Il est l'auteur de l'humanisme du 5e siècle, avec les sophistes quand même. Faut pas oublier les sophistes. Ils sont les premiers à avoir réalisé la conversion de l'œil philosophique. Ils ont pris les regards philosophiques qui s'étaient posés sur la nature pour l'amener vers l'humain, pour se dire, il est temps maintenant que l'humain se pense. Donc, d'où Socrate, sa philosophie est un tournant décisif dans l'histoire de la philosophie. Il est le premier à vraiment s'être occupé de l'humain. Qui est l'homme? Comment il doit vivre? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Et c'est là, il y a un autre doxographe, Diogène Laërce, qui parle de Socrate en ces termes.
Diogène Laërce, dans Vie des philosophes, il écrit « Socrate est le premier à avoir discouru sur la vie et la conduite humaine. Il est donc le père de l'humanisme, Socrate. » Et Xénophon, retournons à Xénophon dans les Mémorables. Xénophon dit « Les discussions de Socrate tournaient toujours autour des affaires humaines. Et savoir comment rendre l'homme meilleur était son seul souci. » Donc, le seul souci de Socrate était de savoir comment rendre l'homme meilleur. L'importance de ce philosophe est tellement grande que peut-être c'est ce qui a fait dire à Woolf, j'aime bien ce passage de Woolf, son livre, Francis Woolf, son livre qui s'intitule Socrate. Woolf dit, Socrate n'est pas un philosophe, Socrate est le philosophe. Alors, Socrate n'est pas un philosophe, il dit, Socrate est pour la philosophie et pour la conscience populaire plus qu'un philosophe, c'est le philosophe. Donc, c'est pour peu aussi qu'on n'est pas... Moi, je l'aurais même considéré comme le père de la philosophie, bien que certains pensent que c'est Platon. Parce que c'est Platon qui a circonscrit la philosophie, c'est Platon qui a construit une école où on peut venir apprendre la philosophie, c'est Platon qui a écrit la méthode aussi, qui a défini la méthode philosophique. Peut-être c'est pour ça que Platon est considéré souvent comme étant le père de la philosophie. Mais Socrate pouvait l'être aussi de droit, être ce père de la philosophie-là. Peut-être qu'il l'avait écrit. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est le père de la morale. Socrate est le père de la morale, et ça, presque, il n'y a pas beaucoup de penseurs qui réfutent cela. Il a été le premier à faire tourner sa discussion autour de concepts moraux, toujours des concepts moraux. Si vous allez dans les dialogues de Platon ou même de Xénophon, vous voyez que toutes les discussions du philosophe tournent autour de notions morales. C'est toujours, qu'est-ce que la piété, comme dans le Diffron? Qu'est-ce que le courage, comme dans le Laquès? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que la justice dans la République? Donc, c'est toujours des concepts moraux sur lesquels il veut discuter avec les autres. C'est ce qui fait qu'il est aussi considéré, ce Socrate-là, comme étant le père de la morale. De surcroît, il faut savoir que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, que Socrate ne se limitait pas à juste discuter sur ces concepts moraux-là, mais il les incarnait. Il les incarnait, et il faut le dire, chez Socrate, la marche se prouve en marchant. La marche se prouve en marchant, c'est pour montrer la dimension existentielle de sa pensée. Quand on marche et qu'on dit comment on marche, pour lui, on n'a pas besoin de dire « Oh, tu poses un pied, après tu poses l'autre, après tu avances ». Non, la marche se prouve en marchant. Chez lui, la philosophie est un mode de vie. Chez Socrate, la connaissance même, c'est-à-dire le résultat de ces questions-là qu'il pose, cette recherche-là qu'il fait sur la justice, la piété, sur le bien, cette connaissance doit servir à la vie de tous les jours, sinon ça ne sert à rien. C'est pourquoi on dit, chez Platon comme chez Socrate, la connaissance est un état, une manière d'être. La connaissance est une disposition affective qui doit être orientée vers l'action. Si la connaissance n'est pas orientée vers l'action, elle ne sert à rien. On ne connaît le bien que pour faire de bonnes actions. On ne connaît la justice, on ne cherche à connaître la justice que pour être juste. Donc, chez lui, la philosophie, on peut dire, est une forme de vie. Bref, la philosophie est un mode de vie chez le philosophe. C'est pour ça qu'on peut lire dans l'Apologie, Socrate qui s'adresse aux Athéniens. Il leur dit, « Je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens. Affaire d'argent, ça ne m'intéresse pas. Administration du bien, non plus. Charge de stratège, non plus. Les succès oratoires en public, ça ne m'intéresse pas. Les magistratures, les coalitions, les factions politiques, tout cela ne m'intéresse pas. » Et il ajoute, « Je me suis engagé, non dans cette voie, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand des bienfaits en essayant de lui persuader
de se préoccuper plus de son âme que de son corps. De se préoccuper plus de son âme que de son corps, d'essayer de vivre une bonne vie pour se rendre aussi excellent, aussi raisonnable que possible. Apologie 36c. Donc voilà le Socrate. Voilà comment il vivait, voilà comment sa vie de tous les jours reflétait la philosophie. Et donc, on n'est pas surpris aussi de voir ce même Socrate-là, qui est dans le Phédon, par exemple. Il est à la fin de sa vie. Dans le Phédon relate les derniers moments de Socrate. Il parle de l'âme, de sa nature, de l'immortalité de l'âme. Dans le Phédon, il fournit plusieurs preuves de l'existence de l'âme. Mais, dans quelques instants, ce Socrate-là va mourir. Mais alors, comment il va définir la philosophie? Avec Platon, là, il définit la philosophie comme étant un apprentissage de la mort. Ce qui se reflète encore dans sa vie. Il dit à ses amis autour de lui, pour leur montrer qu'il n'a pas peur de partir, qu'il n'a pas peur de mourir. Alors il leur dira, mais je suis philosophe. Et savez-vous ce qui se préoccupe de philosophie, savez-vous que ceux qui s'occupent de philosophie n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de mourir et d'être mort. Donc Socrate est mort avant la mort. Il est mort avant la mort et pour lui la philosophie c'est mourir avant la mort. Qu'est-ce que cela signifie que mourir avant la mort? Ça signifie tout simplement séparer l'âme du corps autant que possible alors qu'on est en vie. Donc c'est une séparation principielle. C'est une séparation dans les principes, puisque la mort en tant que telle est la séparation définitive de l'âme et du corps. Mais quand on est vivant et qu'on veut mourir quand même, et qu'on s'exerce à mourir quand même, on fait cette séparation mais de manière principielle. Ça veut dire qu'on rationalise ces affects, qui sont les émotions, les désirs, les plaisirs, ils sont rationalisés, c'est-à-dire maîtrisés, de telle sorte que on ne cède pas au corps, on ne cède pas au désir du corps, on ne cède pas au plaisir corporel. C'est ça, apprendre à mourir. En attendant maintenant la mort véritable qui est la véritable délivrance. Et Nietzsche va beaucoup le critiquer sur ça. Il dit pourquoi Socrate ne s'est pas tué en mourant. Il est là en train de sacrifier un coq au dieu guérisseur en disant que finalement je vais guérir du corps. Finalement je vais guérir de toute cette misère qui est liée au corps. Finalement je vais être libre. Donc ça ne nous étonne pas que ce Socrate-là, qui a vécu toute sa vie en tant que mort. Socrate est mort. Socrate a pratiqué la mort avant de vraiment mourir. Et il a aussi défini la philosophie avec Platon en tant qu'apprentissage de la mort. La philosophie n'est rien d'autre que de mourir et d'être mort. Et toute la vie du philosophe, Socrate a observé ce qu'on peut appeler la métrétique. La métrétique, c'est-à-dire la recherche du juste milieu, la modération. Dans toute sa vie, dans le manger, comme il le dit dans le Phédon, quand il mange, quand il boit, dans les relations physiques, dans les relations charnelles, dans tout ça, il a observé la modération. Et il a toujours aussi interpellé les Athéniens, les a invités, que ce soit Alcibiade, Charmide, Lacasse, tout le monde à vivre selon la modération. Il disait souvent, Socrate, Xénophon le rapporte, il disait souvent, la vertu d'un homme ou d'une femme, la vertu d'un être humain, c'est de ne rien faire avec excès. C'est de ne rien faire avec excès. Il va de soi que on ne peut pas nous départir totalement du corps, de ses désirs. Le corps nous tire toujours vers le bas et on n'y peut rien. Donc tout ce qu'on peut, c'est vivre selon le juste milieu, donner au corps le minimum, ce dont il a besoin, mais donner à l'âme le maximum, en fait qu'elle puisse être assez forte pour maîtriser le corps là. D'où le mot rationalisation des affects. Philosopher, c'est chez Socrate, chez Platon aussi, c'est rationaliser nos affects. La rationalisation des affects. Ceci dit, on ne peut pas ne pas aborder rapidement aussi le paradoxe socratique. On dit souvent que c'était une personne paradoxale, Socrate. La figure paradoxale de Socrate, il y a beaucoup de livres sur ça.
Ce paradoxe-là se voyait dans son discours, comme quand il disait « je ne sais rien », l'ironie socratique. Tout ce que je sais, je ne sais rien, mais au fond, est-ce qu'il ne sait pas? Mais au fond, nous aussi, nous ne savons pas, parce que Socrate persiste, insiste. Il dit qu'il ne sait rien. Et il fait de telle sorte qu'on peut le croire parfois, puisqu'il a aussi adopté le dialogue en tant que moyen de philosopher. Donc, ce paradoxe-là se voit déjà dans l'agonos socratique, c'est-à-dire le non-savoir socratique, qu'on appelle en grec l'agonos socratique, l'absence de savoir. C'est très paradoxal. Parfois, on se dit qu'il sait tout, mais parfois, on se dit qu'il sait rien. Mais on dit que aussi, ce paradoxe-là se voyait même physiquement. C'est lisé sur son physique. Car l'histoire retient que Socrate était laid. Il était laid et cette laideur-là a traversé l'histoire. Nietzsche se moque souvent de lui, de ses yeux, de sa bouche, de son nez épaté, etc., de ses yeux tellement ronds, la manière dont il regardait. Donc Nietzsche n'a cessé de se moquer de lui, mais aussi même Alcibiade dans Platon, le banquet de Platon, Alcibiade lui dit tu ressembles à ces silènes-là qui sont tellement laides de l'extérieur, mais quand on les ouvre, oh, combien il y a de beauté dedans. Donc Socrate, il y avait ce paradoxe, une beauté intérieure extraordinaire, mais qui était en confrontation avec une laideur physique. Mais finalement, peut-être ce qui nous fait sortir d'affaire, c'est le mot, je sais plus, si c'est Brunswick, il dit Socrate apparaît laid, mais il n'est pas laid, parce qu'il est beau de l'intérieur. Et Nietzsche disait, c'est un charme diabolique qu'il a. C'est un charme diabolique parce que tous les jeunes garçons le suivaient, l'aimaient, le trouvaient beau. Mais ce gars-là n'était pas beau du tout. Et Nietzsche va jusqu'à dire que Socrate est un anti-grec. Il n'est pas grec. Sa mère a dû le concevoir ailleurs dans les bateaux avec des barbares. Nous dit Nietzsche, quelle insulte, hein? Mais vous verrez que si vous lisez vraiment Nietzsche, vous saurez qu'il aime Socrate en fait. C'est pour ça Pierre Hadot va utiliser l'expression qui scie le mieux au sentiment nietzschéen par rapport à Socrate. Il dit, Nietzsche éprouve une haine amoureuse pour Socrate. C'est une haine amoureuse. En vérité, Nietzsche aime Socrate. Mais dans tous les cas, la laideur est une vérité qu'il y avait chez Socrate. Mais il était tellement beau, ce Socrate-là. Et non seulement il feignait l'ignorance, c'est vrai, ce qui montre ce paradoxe, mais Socrate, même dans les dialogues parfois, il se cachait derrière un questionnaire anonyme, comme dans Hippias majeur. Il dit que c'est pas lui qui questionne, c'est quelqu'un d'autre qui veut savoir, etc. Tout ça fait partie de la dissimulation. Socrate se dissimule en fait. Il est proche et distant à la fois de ses interlocuteurs. Et c'est pour ça que Nietzsche dira, on va beaucoup citer Nietzsche, j'aime beaucoup lire Nietzsche. Nietzsche dira, tout en Socrate est dissimulation, retors, souterrain, donc profondeur. Il le dit dans le crépuscule des idoles, le problème de Socrate, paragraphe 4. Et il dit aussi, tel était, je crois, à la dernière période de sa vie, tel était, je crois, écrit Nietzsche, voilà, dans ses écrits inédits, bon, j'ai pris ça d'un de mes articles, le charme diabolique de Socrate. Socrate avait une âme, nous dit Nietzsche, mais par derrière, il a une autre âme. Et par derrière, encore une autre âme. Et il dit, Platon, à son tour, est comme ça aussi. On ne peut pas les connaître, ces philosophes-là. Et Socrate, je crois, toute sa vie, il a joué à ça. Toute sa vie, il était très sociable. Toute sa vie, il a discuté avec des gens, mais il a toujours aussi gardé cette distance-là, qui fait qu'aujourd'hui, on dit que Socrate est insaisissable. Il est déroutant, il est inquiétant. Socrate est ambigu. D'où le mot atopos qu'on lui colle souvent. Socrate, il est atopos, c'est-à-dire, quand on dit atopos, c'est absence de lieu. Absence de lieu, quelque chose qu'on ne peut pas cerner. On ne peut pas le cerner, Socrate. Alors, on rapporte aussi le Zopyre. Nietzsche aime citer ça. Il y a Cicéron qui l'a cité. Alexandre d'Aphrodise l'a cité aussi. Il y avait un physionomiste qui s'appelait Zopyre, dans l'Athènes du 5e siècle, qui était très fort. Et Zopyre se disait que je peux regarder la personne, voir ses manières de faire, et ses traits, à partir de ses traits, je peux vous dire s'il est une bonne personne ou non. Et quand Zopyre est arrivé à Athènes, c'est un étranger, donc il voit Socrate. Il ne connaît pas sa vie, ni rien. Il regarde Socrate, il lui dit, toi tu es un monstre. Je suis sûr que tu as tous les vices en toi. Et Socrate lui répond,
vous avez raison, monsieur, mais vous savez quoi? Je les maîtrise tous. Donc ça définit aussi la philosophie platonicienne. Cette réponse de Socrate, ça montre que chez Platon, il y a un réalisme anthropologique. Platon reconnaît que l'homme n'est pas, comme le dit Rousseau, naturellement bon. Naturellement bon. Que l'homme a ce corps-là, a ces affects-là. Il a cette partie démoniaque en lui, mais qu'il peut les rationaliser et les maîtriser pour devenir une bonne personne. Et c'est ce que Socrate a essayé d'exprimer à Zopierre. Vous me connaissez, monsieur, d'accord, j'ai tous les vices, mais vous savez quoi, je les maîtrise tous. Vous voyez. Ceci dit, maintenant, pour ne pas prendre trop de temps, on va avancer très vite à l'enquête socratique. L'enquête socratique, comment il se comportait avec les Athéniens, comment il menait son enquête et tout cela. Alors, devant ces juges, devant les Éliastes qui étaient là, Socrate explique pourquoi il passe son temps à philosopher ou à socratiser, car c'est un mot qui existe aussi. Il socratise, c'est-à-dire il sermonne, parfois même il menace doucement, il moralise, d'où le mot socratiser. Donc devant ces juges, il essaie d'expliquer cela. Il leur dit que mon enquête et sa mission même naît d'une anecdote. L'anecdote que vous connaissez souvent, qui est tirée de l'oracle rendu par la prêtresse de Delphes. On ne sait pas si l'histoire est vraie ou pas, ou c'est juste, ou c'est juste un support que Platon utilise, ou une imagination que Socrate utilise pour pouvoir exercer sa philosophie. Mais dans tous les cas, il a dit que son enquête est née de l'anecdote tirée de l'oracle de Delphes qui a dit à Chéréphon, l'ami d'enfance de Socrate, Chéréphon qui a posé à l'oracle de Delphes la question de savoir est-ce que Socrate est le plus savant et le plus sage. Bon, c'est un peu différent chez Xénophon, c'est cette question-là. Et l'oracle va répondre positivement que Socrate est le plus sage des hommes, il est le plus savant des hommes. Et dès que Chéréphon l'a dit à Socrate, l'enquête démarre. Donc, il commence à poser des questions. Et quand il a commencé à poser des questions, comme vous l'avez vu dans l'apologie, il commence par l'homme d'État. Après, il passe par les poètes, les artisans. Mais qu'est-ce qu'il découvre en posant ces questions-là? Il est en face de ce qu'on peut appeler un drame épistémologique. C'est un drame épistémologique. Et ce drame épistémologique consiste à dire que c'est le fait que ceux-là même qui exercent la politique, ces artisans même qui exercent des arts, ou ces poètes qui écrivent des poésies, ne connaissent pas le fondement de leur action. Ils ne connaissent pas aussi la fin de leur action. Ce qui signifie que l'homme politique, il élabore des lois, il applique ces lois, il invite les citoyens à obéir aux lois, mais il ne connaît pas la fin de son action. Et comme le dit Aristote, pour chaque action, il faut connaître sa fin. Et Socrate, donc, va dire à l'homme politique, pas dans l'apologie directement, mais dans d'autres dialogues, que la fin de ton action, c'est la justice. Et tu ignores la justice. Tu te limites aux actions, au monde sensible, mais tu ne t'élèves pas pour expliquer tes actions à travers une réalité absolue qui est la justice. Donc, le fondement des actions de l'homme politique, la fin des actions de l'homme politique, c'est la justice. Et malheureusement, cet homme-là ignore ce qu'est la justice en soi. Il en va de même pour l'artisan. L'artisan veut fabriquer de belles choses, des statues, de toutes sortes de choses, mais il n'arrive pas à trouver le fondement de ses actions. Le poète de même. Le poète peut même écrire pourtant des vers qui sont très beaux, écrire un poème qui est très beau, mais il ne saura jamais ce qu'est le beau en soi. Il n'a pas cherché à savoir ce qu'est le beau en soi. Et durant cette enquête, Socrate, ce qu'il essaie de montrer à ses Athéniens, c'est que vous ratez l'essentiel. C'est que vous ratez l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver une fin à vos actions.
et la fin, nous le savons avec Platon, ne se trouve jamais dans ce monde. C'est un concept, d'accord, universel, un concept universel chez Socrate, mais Platon va le pousser loin même pour en faire une idée qui est logée en dehors du monde sensible. Donc, pour savoir ce qu'est une belle action, pour pouvoir même agir, faire de belles actions, il faut savoir ce qu'est le bien en soi. Pour pouvoir agir de manière juste, Socrate dit aux Athéniens, il faut savoir ce qu'est la justice. Donc, ils sont ignorants sans l'être. D'accord, ils peuvent avoir des compétences dans ce qu'ils font. Le poète peut écrire de beaux poèmes. L'artisan peut faire de belles statues. Le politique peut même élaborer des lois justes. Mais il n'est même pas conscient de ça. Il n'est pas conscient de ça car il ne connaît ni les fins ni les fondements de ces actions-là. Et ça, c'est le rôle de l'enquête de Socrate. Son rôle est donc de montrer qu'il existe une réalité absolue. Et que ces réalités absolues-là, il est nécessaire de les connaître pour bien vivre, pour bien agir. Il faut savoir ce qu'est la justice en soi, ce qu'est le bien en soi. Il faut savoir ce qu'est le beau en soi pour pouvoir vivre comme il faut. Et donc, c'est ça, le drame épistémologique que Socrate a vu quand il a commencé à mener l'enquête à Athènes. Mais ce qui rend la chose encore plus grave, c'est que ce drame épistémologique est lié à un drame existentiel. Car savoir ce qu'est la justice, nous dit le Socrate de l'Apologie, c'est la science propre de l'homme. Il dit, la science propre de l'homme, c'est de savoir ces réalités-là. Mais, surtout, c'est d'agir aussi, selon ces réalités. D'où la dimension existentielle, d'où le drame existentiel. Parce que quand on ne cherche pas à savoir ce qu'est la justice, comment agir selon la justice? On ne peut pas. Et donc, Socrate dit aux Athéniens, il faut chercher à savoir ce qu'est la justice, le beau, le bien, mais il faut encore agir selon ces réalités absolues-là. Et il leur montre à travers cela que ces réalités-là, par exemple, la justice en soi ne dépend pas de nous, ne dépend pas de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, ne dépend pas de nos inclinations, mais que c'est une réalité qui n'est pas relative, qui est objective, qui est logée en dehors de nous. C'est pour ça qu'il va dire à Euthyphron, quand il dit à Euthyphron, qu'est-ce que la piété? Euthyphron ne sait pas ce qu'est la piété. Et pourtant, toujours, il enseigne aux gens ce qu'est la piété, les actions pieuses et autres. Mais il ne sait pas ce qu'est cette piété-là. D'où le manquement qu'il y a aussi dans la pratique. Quand on ne sait pas ce qu'est la piété, on ne peut pas agir de manière pieuse, selon Platon. Connaître le bien, c'est pouvoir faire de bonnes actions. Connaître la justice, c'est pouvoir faire des actions justes. Alors, excusez-moi, je parle vite, parce que je ne veux pas prendre tout le temps et je sais qu'il y a mes collègues qui doivent prendre aussi la parole et tout. Je vais y aller juste rapidement. Alors, cette enquête aussi, on peut dire que l'enquête socratique, la recherche des vraies valeurs annonce sa mission aussi. Annonce sa mission. Et là, on va parler rapidement. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette mission, c'est que ça peut se résumer par le souci de l'âme. Avoir le souci de son âme. S'occuper de son âme. Et ça, comme je l'ai dit, toute la vie socratique. Donc là, il y a un passage. Il dit, ma seule affaire, c'est en effet d'aller dans les rues pour vous persuader, jeunes, vieux, sur quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental qui est de s'occuper de son âme. Et il y a d'autres passages dans l'Apologie où Socrate s'assimile à un thon. Un thon, c'est une insecte, c'est ça? Un thon, les insectes là qui se posent sur les chevaux, qui les piquent, hein, le cheval bouge, etc. Donc il dit, c'est ça que je suis pour les Athéniens, c'est ça que je suis pour Athènes. Je vous mords, je vous pique, je vous donne des chiquenaudes, afin que vous vous réveillez, parce que vous êtes en train de dormir. Et se réveiller, c'est quoi? C'est savoir que le corps n'est rien, que ce monde n'est rien, que les luxes ne sont rien,
les maisons, les voitures, etc., tout cela ne sert à rien parce que la mort approche et puisqu'il faut mourir même avant la mort et que après la mort, Socrate dira, ce corps-là ne survit pas. Ce qui va survivre, c'est l'âme. C'est pour ça, merci beaucoup, mon ami. C'est pour ça que dans le Phédon, quand ses amis vont lui demander, qu'est-ce qu'on fera de ton corps, Socrate? Il leur dira, faites-en ce que vous voulez. Donnez ça aux fauves si vous voulez. Moi, je sais que ce qui va survivre, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. C'est pourquoi il a toujours négligé son corps, Socrate. Et même on dit que il a vécu de manière d'une pauvreté extrême, alors qu'il n'était pas aussi pauvre que ça. D'accord, il était pauvre. Mais ce qu'il montrait même tous les jours, comment il vivait, va au-delà de sa pauvreté, en fait. Socrate n'était pas, comme le dira Nietzsche, on le lira tout à l'heure, Socrate n'aimait pas la vie, en fait. Il ne l'aimait pas. Alors là, la citation, elle est là. Il dit, ma seule affaire, c'est en effet d'aller dans les rues pour vous persuader, jeunes et vieux, de ne vous préoccuper ni de votre corps, ni de votre fortune, aussi passionnément que de votre âme. Rendez votre âme bonne que possible. Oui, ma tâche est de vous dire que la fortune ne fait pas la vertu, mais que de la vertu provient la fortune. Et tout ce qui est avantageux, soit aux particuliers, soit à l'État, si c'est par ce langage que je corromps les jeunes gens, alors, il faut donc que cela soit nuisible. Quant à prétendre que ce n'est pas là ce que je dis, quiconque l'affirme ne dit rien qui vaille. Donc, il a dit que sa mission, ce n'est que ça. Il n'a rien dit de différent aux Athéniens. Il y a un autre passage où il dit, Athéniens, je vous sais gré, ça c'est 29, hein? Ça je l'ai quand même, 29 dès. Je fais travailler mes étudiants, hein? Mes anciens étudiants. Voilà. Alors, 29 dès, voilà. C'est là. Alors, 29 dès, Apologie, il dit, Athéniens, je vous respecte et je vous aime, mais j'obéirai à Dieu plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de philosopher. Je ne cesserai pas de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous je rencontrerai. Je lui dirai ce que j'ai coutume de dire. Quoi, cher ami? Tu es Athénien, tu es citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre, pour sa science et pour sa puissance. Et tu ne rougis pas de donner des soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation, à tes honneurs. Mais quant à ton âme, quant à la vérité, qu'il s'agirait d'améliorer, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. Ça, c'est la mission de Socrate, en fait. C'est en vérité sa mission. C'est pour ça, Léo Robert va dire, Socrate était un prophète et un inspiré. Dans le Moyen-Âge, il y a beaucoup d'hommes d'église et des hommes de foi qui ont cru que Socrate était un prophète, en fait. Comme le dit Wolff aussi, Wolff dit tout de Socrate est religieux. Tout Socrate est religieux. Au Moyen-Âge, si vous lisez un peu la philosophie médiévale, vous voyez des pères de l'Église, mais aussi des philosophes musulmans qui vont islamiser Socrate ou Platon ou christianiser Platon, et c'est facile. C'est facile. Si vous lisez le père Festugère dit que le bien de Platon a tous les attributs du Dieu révélé. Le bien de Platon a tous les attributs du Dieu révélé. Il y a une dimension très profondément religieuse, chez Socrate comme chez Platon. Et dans l'apologie, cette dimension religieuse, ça sort d'une manière incroyable. Et donc dans cette mission, c'est là qu'on va parler de la dimension religieuse de la mission de Socrate. C'est pas juste l'enquête pour savoir ce qu'est la justice. Mais chez Socrate, si on doit savoir la justice et agir selon la justice, c'est qu'il y a un but derrière. Le but, c'est d'échapper après la mort au supplice. Parce qu'il dit que chacun sera rétribué selon ce qu'il fait dans le monde. Donc Socrate dit aux Athéniens, attention, après la mort, vous serez rétribués ou récompensés selon ce que vous avez fait. Donc, d'où la ressemblance encore avec les religions révélées. Parfois, je lis l'apologie, surtout le Phédon, j'ai l'impression
de lire le Coran. Vous voyez, ou la Bible. C'est incroyable. Socrate vivait comme un soufi musulman ou un chrétien pratiquant. C'est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être qu'on pense à lui comme un prophète parfois. Et ce qui fait cette dimension religieuse, c'est là qu'il a perdu aussi, c'est la voix qu'il entendait. Qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, le daimon de Socrate. Il disait que c'est un signal divin, une manifestation divine, c'est un esprit divin qu'il entendait. Il recevait une sorte de révélation en vérité. Chez Xénophon, la voix le dirige vers ce qu'il doit faire. Chez Platon, la voix lui interdit certaines actions. Mais dans tous les cas, il entendait ce daimon-là, qu'on peut traduire comme étant une sorte de génie. Le daimon en grec, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre Dieu et l'homme. Donc, il peut amener des messages de Dieu vers l'homme, mais des messages d'homme vers Dieu aussi. C'est ça qu'on appelle un daimon. Et Socrate avait ce daimon-là. Et il dit, c'est la manifestation d'un Dieu, d'un esprit divin, la voix divine, qui se produit en moi, qui me détourne même des affaires publiques. C'est quelque chose qui a commencé dès mon enfance, une certaine voix, qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que j'allais faire, sans jamais me faire agir. Mais chez Xénophon, la voix fait agir Socrate. Et Socrate avait ce mysticisme en lui. Si vous lisez le banquet, pendant la guerre de Potidée, Alcibiade raconte. Il dit à un moment où Socrate reste comme transfigé, il reste sans bouger, immobile, pendant toute une nuit et toute une journée. Sans bouger. D'un seul pas. Et debout en plus. Et cette nuit-là, nous raconte Alcibiade, quand on l'a vu figé, on s'est tous dit qu'on ne va pas rentrer dans nos tentes. On va tous dormir dehors pour voir si Socrate va se coucher. Et il a dit que toute la nuit, il dort, il se réveille, il voit Socrate debout. Jusqu'au petit matin, il vaga à ses affaires. Tel était Socrate. Socrate était le genre qui pouvait te parler et tout d'un coup, il reste figé. Et à la fin, c'est toi qui t'en vas parce qu'il est ailleurs. On ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, il y avait ce mystique-là en lui qui fait que même Euthyphron va lui dire, je crois que l'accusation de créer de nouvelles dieux vient de la voix que tu entends, Socrate. Parce que tout le temps, tu parles de cette voix. Je crois que si Mélétos dit que tu crées de nouvelles divinités, c'est à cause de cette voix-là. Alors, et dans l'apologie, on voit Socrate toujours préférer obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Il dit, dans l'apologie, il dit, comment vous pouvez douter de ma mission divine quand vous savez que je vis dans une extrême pauvreté et c'est là parce que je suis au service du Dieu et que je ne demande pas de rémunération. Vous voyez, et c'est pour ça que malgré tout le travail que je fais dans Athènes, je demeure pauvre. Il dit toujours dans l'apologie, en tout cas, vous pouvez vous convaincre que je suis bien moi un homme donné à la cité par la divinité. Je suis un cadeau de Dieu pour vous. Et il dit aux Athéniens, si vous me tuez, peut-être que le Dieu vous enverra quelqu'un comme moi si vous êtes chanceux. Mais si vous n'êtes pas chanceux, jamais vous n'aurez un homme comme moi dans votre vie, car je suis un cadeau de Dieu pour vous. Et il ajoute toujours dans l'apologie, mais pour moi je l'affirme, c'est un devoir que la divinité m'a prescrit par des oracles, par des songes, il rêvait aussi, par tous les moyens dont une puissance quelconque a jamais usé pour prescrire quelque chose à un homme. Donc, preuve que c'est le Dieu qui l'a envoyé, il dit, je ne demande aucun profit, aucun salaire. Le seul témoin de ma mission, c'est ma pauvreté. C'est ma pauvreté. D'où Wolff va dire que Socrate endosse la triple figure du saint, du sage et du héros. On n'a pas le temps de développer le héros, mais le sage et le saint, on a une idée un peu sur ce que c'est. Maintenant, pour terminer, la mort de Socrate. Sa mort a influencé presque toutes les écoles qui vont éclore après lui. Sa mort a beaucoup influencé le stoïcisme. Les stoïciens ont peut-être construit toute une philosophie autour de la mort de Socrate, de l'impassibilité de Socrate en face de la mort. Socrate, c'est comme qui dirait, était même content d'une certaine manière de mourir, bien qu'il est clair dans le Phédon que l'humain ne doit pas se tuer. Le suicide est interdit, nous dit le Phédon. Mais il ne faut pas craindre la mort. Il faut, dit-il, savoir que c'est un moment de délivrance et que la mort ne peut pas être un mal pour l'homme de bien.
Il dit, comment ce serait un mal pour l'homme de bien? J'ai la conviction que la mort n'est pas un mal pour l'homme de bien. Alors, parlant de sa mort, Socrate, toujours dans l'Apologie, il dit quelques phrases que je vais citer. Il dit, le plus difficile n'est pas d'éviter la mort, mais c'est d'éviter le mal. Il le dit le plus difficile parce que là, il se comparait à Mélétos, à ses accusateurs. Il dit à ses accusateurs que je suis ravi d'être là où je suis, mais pour rien au monde, je ne prendrai votre position. Parce que vous m'avez accusé injustement. Vous commettez l'injustice. Et nous savons à partir du Gorgias que Socrate dit, je préfère subir l'injustice que de la commettre. Donc il dit, pensant à Mélétos, Anytos, Lycon, qui l'ont injustement accusé, il dit le plus difficile, ce n'est pas d'éviter la mort, mais c'est plutôt d'éviter de mal faire. Le mal, voyez-vous, court après nous plus vite que la mort. Donc il dit que le mal court après nous plus vite que la mort. Et le mal nous rattrape plus vite que la mort. Donc tout cela donne un peu l'idée qu'il a de la mort. Aussi l'acceptation de la mort quand il dit il fallait qu'il en fût ainsi. Et les choses sont ce qu'elles doivent être. Donc que la volonté de Dieu soit faite. Car je dois partir dans tous les cas. Ça nous rappelle un peu Jésus-Christ vu par les chrétiens. Je dois mourir afin que la prophétie s'accomplisse. Bien que chez les musulmans, il n'est pas vraiment mort mais élevé au ciel. Alors, donc quand on lui a proposé aussi, ses amis lui disent, on préfère la prison, l'exil, etc. Criton veut payer son évasion et tout. Socrate leur dit, il refuse de partir en fait. Et il dit, de la mort, je me soucie comme de rien. Mais je ne veux faire quoi que ce soit d'injuste ou d'impie. Et que de cela, je me soucie avant tout. Et il a dit, pour que je m'évade, pour que j'accepte la prison, il faut que juste un grand amour de la vie. Et Socrate n'avait pas ce grand amour de la vie. Aussi, il dit, croyez Anytos, ou ne le croyez pas, atteignez, acquittez-moi, ou ne m'acquittez pas, mais tenez pour certain que je ne changerai jamais de conduite. Quand je devrais 1000 fois m'exposer à la mort, je préfère mourir donc que de changer de conduite. Socrate donc ne craint pas du tout la mort. Et à la fin, quand il était prêt à partir, le dernier mot, c'était de dire à ses amis de sacrifier un coq à Esculape. Esculape, c'est le dieu guérisseur. Quand on est malade, c'est lui compris, etc. Il dit, donnez-lui un coq, car finalement, ce Dieu m'a accordé la guérison totale à travers la mort. Voilà. Donc, je vais arrêter là mon exposé pour ne pas prendre trop de temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le philosophe. Vous l'avez peut-être senti, c'est l'un de mes philosophes préférés, Socrate. Je crois que si j'ai choisi la philosophie, c'est parce que la philosophie platonicienne a existé. Quand j'étais au lycée comme vous, quand j'ai lu le premier texte du banquet du Phèdre, je me suis dit, je ne peux me spécialiser en rien d'autre que la philosophie, parce qu'elle est tellement belle à travers Platon. Voilà, toute cette philosophie donc qui est un mode de vie, une manière d'être qui n'est pas que bavardage, mais surtout une philosophie qui te tire vers le bien, vous voyez, vers les bonnes actions. Merci à vous. Donc je disais qu'il y a des élèves de terminale qui ne veulent même pas entendre parler de l'apologie de Socrate à cause des épreuves du second tour. Mais moi, je me dis que l'apologie de Socrate est incontournable pour comprendre la philosophie. De son exposé, j'en suis sûre, vous avez, disons, fait un parallélisme avec vos cours, avec vos leçons. Pas plus tard qu'hier, l'IA de Dakar avait, pour les compositions groupées, standardisées, ils ont donné comme sujet aux élèves de Dakar, qu'est-ce qui rend meilleur? 2 points, la réflexion philosophique ou les progrès scientifiques et techniques. Donc, vous voyez. Alors, quand je vous ai demandé de faire l'exposé sur l'apologie, c'est fait exprès, hein, parce que je savais qu'on ne peut pas parler de l'apologie de Socrate sans pour autant revenir sur les principes et exigences de la pensée philosophique.
sans pour autant parler de cette dimension pratique de la sagesse, la philosophie comme manière d'être, la philosophie comme art de vivre. Ça me rappelle également Bridou qui disait « On a tendance à faire de la philosophie un jeu essentiellement spéculatif, alors que chez les anciens, elle était avant tout un art de vivre. » Donc cet art de vivre-là, véritablement, on l'a senti à travers le personnage qu'incarnait Socrate. C'est risqué de vouloir résumer le propos de son maître, je ne songe même pas le faire. Et je crois qu'on va donner la parole à Djibril, ou bien s'il n'y a pas de questions ou autre. S'il y a des élèves qui voudraient prendre la parole. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, après cette belle présentation de télérévision avec la Maison de la Sagesse, je suis accompagnée de Dr Aïdara qui nous a fait une très belle présentation avec Socrate. Alors Madame Aïdara, pouvez-vous résumer un peu cette présentation? Bonjour. En fait, mon propos d'aujourd'hui, c'était de parler de la figure de Socrate, de parler du Socrate surtout historique, donc en puisant aussi chez ses disciples comme Socrate, Xénophon, comme Platon, ses disciples comme Platon, Xénophon, mais aussi Aristophane, l'auteur de Comédie. Et je suis ravie de savoir que les élèves l'ont trouvé intéressant. En tout cas, Socrate, c'est un philosophe qui est toujours actuel, dont la pensée est toujours actuelle. Et il nous parle encore à plusieurs égards. Le fait d'avoir de toujours discuter sur des concepts moraux est aussi surtout de vivre selon sa philosophie est une chose très intéressante. Et ça montre juste aussi aux élèves que la philosophie, ce n'est pas ce qu'on dit qu'elle est souvent, c'est-à-dire des bavardages inutiles, que la philosophie, c'est aussi un mode de vie, c'est une manière d'être, c'est une forme de vie. Et que à travers Socrate, Platon, à travers ces anciens, on peut bien voir ça et voir l'utilité aussi de la philosophie dans notre vie de tous les jours. Donc ça a été le but de mon propos et j'espère que j'ai pu quand même décliner tout cela. En effet, ça a été un plaisir, docteur. Alors, nous parlons de tes révisions autrement. Nous sommes sortis des carcans de la classe pour nous retrouver dans un endroit décontracté, Lac Rose. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment aimé venir au Lac Rose. Ces incursions, on doit les faire souvent parce que quand même, parfois sortir de la salle de classe, ça inspire plus les élèves. Et puis, philosopher aussi dans la nature, c'est quelque chose qu'on doit faire souvent. Moi, je préfère parler de Socrate sous ce palmier ou ce cocotier plutôt à côté de la piscine, respirer l'air frais, etc. Ça répond beaucoup aussi à la philosophie platonicienne. Si vous lisez le Phèdre, par exemple, Socrate avec Phèdre, ils vont donc dehors se promener au milieu de la nature, philosopher sur beaucoup de choses, sur le beau, sur l'âme, sur la rhétorique, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose de faire ces révisions autrement. Je trouve qu'il faut qu'on développe ça au Sénégal. Et voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Aïdara. Je rappelle qu'elle est docteur. Nous poursuivons notre journée sous ce beau cadre. Rendez-vous tout de suite avec les élèves pour une autre présentation avec un autre professeur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, nous sommes toujours dans Télérévision. Un autre endroit certes, mais toujours au Lac Rose. Je suis en compagnie d'une élève de la Maison de la Sagesse qui va nous donner ses impressions après présentation. Bonjour, je m'appelle Awa Chongando, élève en classe de terminale L2. Je suis à la Maison de la Sagesse, communément appelée Darou Higma. Aujourd'hui, nous sommes ici à Lac Rose et Dr Halia Aïdara nous a fait part de son exposé qui portait sur l'apologie de Socrate. C'était un exposé qui a été bien rédigé, bien expliqué, on a bien compris et on a su que Socrate était une personne qui
qui n'aimait pas les désirs mondains, qui n'avait, je vais dire, rien à faire de la vie d'ici-bas. Ce qu'il voulait, c'est juste s'échapper des supplices de l'au-delà. Et on a aussi compris que Socrate était une personne très modeste qui essayait d'exhorter pendant tout son temps, toute son existence, d'exhorter les Athéniens pour qu'ils méditent surtout et sur leur vie. Et c'est ça. Merci beaucoup, c'est ça. Merci beaucoup Awa Chongan. La journée continue avec Télérévision. Nous irons à la rencontre d'autres élèves pour recueillir leurs impressions. Après avoir pris un bon petit déjeuner, la révision continue. Mais avant cela, je prendrai aussi l'impression d'Ibrahima, élève de terminale. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Alors Ibrahima, quelles sont vos impressions par rapport à cette première partie de révision? Bon, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Elle a dit que Socrate, ce fut un homme humble qui était désintéressé de la vie, quoi. Il a été aussi appelé le père de la philosophie, même si d'autres surnomment Platon comme le père. Alors, la révision continue de plus belle. Chers téléspectateurs, nous allons rejoindre la salle avec un autre professeur pour une nouvelle révision, toujours avec Télé École.